dire, c'est que cette conférence mensuelle des ambassadeurs africains de Paris est la quatrième. J'ai eu le plaisir moi-même de participer à la troisième il y a quelques semaines, et ça avait été déjà une grande réussite. Il y avait à l'occasion Lionel Saint-Zou, ambassadeur de la République démocratique du Congo et le représentant du Sénégal. Alors aujourd'hui, je salue M. Benjamin, qui est Mohamed, qui est l'ambassadeur du roi du Maroc ici. Je vais saluer l'ambassadeur du Japon. Voilà, donc M. Yara Junshi, l'ambassadeur du Japon en France, c'est aussi une première pour nous, on est très heureux de vous avoir ici présent. Et Tefera Enoch, ambassadeur des Philippines, ne pas encore arrivé. Ce sera évidemment très important. Je voulais saluer aussi M. François-Xavier Belloc, qui est directeur adjoint du département infime de l'AFD, qui doit être aussi présent, parce que c'est intéressant de mettre en parallèle les aides et les nouveaux développements qui se manifestent tant grâce aux Japonais que ce qui se fait au travers de la France. Voilà. Donc on n'oublie pas... de TICAD, donc je ne répète pas. Mais la TICAD est un forum international né en 1993, peut-être c'est l'année du premier sommet de TICAD, d'une initiative japonaise visant à promouvoir le développement de l'Afrique. Depuis sa création, le forum a discuté et exécuté de nombreux projets concrets tout en respectant le ownership des pays africains. La dernière TICAD 7 en 2019 à Yokohama s'est tenue avec la participation de 3 pays africains, dont 42 présents étaient des chefs d'État. Nous avons adopté un plan d'action accompagné par la déclaration de Yokohama 2019 qui énumère une série de leviers d'action visant à promouvoir les activités prioritaires dont je vous donne quelques résultats selon les 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'accélération de la transformation économique en Afrique. Le Japon a formé pendant 3 ans, à la suite de la TICAD 7, près de 260 000 Africains à travers de divers programmes tels que Africa Kaizen Initiative. Le gouvernement du Japon a manifesté son intention de renforcer davantage la formation d'une main-d'œuvre industrielle et la coopération dans ce domaine avec des institutions financières en Afrique. Deuxième pilier, c'est consolidation d'une société durable et résiliente. En réaction à la COVID-19, le Japon, avec d'autres pays européens et de la société internationale, le Japon a fourni plus de 3,2 millions de doses de vaccins via COVAX sur le continent africain et a renforcé la capacité de distribution et d'administration des vaccins aux 36 pays africains dans le cadre de Last One Mile Support. En plus, la JICA, l'équivalent de l'ADF, a récemment décidé de soutenir la production de vaccins anti-Covid dans le continent. Troisième pilier, c'est renforcement de la paix et de la stabilité. Le Japon, entre autres, soutient le renforcement des capacités à travers les 15 centres de formation en Afrique des personnels participant aux opérations de maintien de la paix en Afrique. Enfin, j'attire votre attention sur les thématiques de la prochaine TICAD 8. Dans un monde déjà aux prises avec de nombreux défis mondiaux tels que la pandémie de Covid-19 ou le changement climatique, nous sommes
également confronté aujourd'hui à l'agression de la Russie contre l'Ukraine. En conséquence de cette guerre, l'Afrique est particulièrement menacée par une flambée des prix et des difficultés d'approvisionnement des céréales et de l'énergie. Dans ce contexte, le Premier ministre Kishida vient d'annoncer au sommet du G7 à Elmao un plan de 2000 à 200 millions de dollars pour soutenir certaines régions d'Afrique et du Moyen-Orient lourdement touchées par l'augmentation des prix des denrées alimentaires, ainsi que pour augmenter les capacités de stockage et de sortie d'exportation des céréales produites en Ukraine. Dans un monde où tous les pays sont exposés aux risques régionaux comme globaux, la TICAD 8 sera ainsi l'opportunité d'esquisser un chemin vers le soi-disant Build Back Better, ou reconstruire en mieux, tout en promouvant un développement africain qui valorise à la fois l'aspect humain et la qualité de la croissance, avec un système économique durable, y compris le financement équitable et transparent. Je crois sincèrement que la coopération japonaise contribuera davantage au développement durable du continent. Comme on dit en Afrique, pour aller plus loin, marchons ensemble. Je vous remercie. J'étais parmi vous aujourd'hui pour cette conférence des ambassadeurs africains de Paris. C'est la première fois que j'y participe. Pour moi, elle offre un cadre idoine pour dresser effectivement un bilan et les perspectives de la coopération japonaise. Et j'ai été extrêmement attentif aux interventions des amis japonais qui m'ont précédé. Alors, cette édition qui va se dérouler à Tunis interviendra, et ça a été rappelé dans les interventions avant moi, dans un contexte, dans une conjoncture particulièrement tendue. Tendue parce qu'elle est marquée par la multiplication de beaucoup de défis, une superposition de crises et qui ont impacté le monde et particulièrement, bien entendu, notre continent. Ces crises ont porté sur le plan sanitaire, on le sait bien, on continue à vivre cela, mais ils ont porté sur des conséquences de cette crise sanitaire sur le plan économique, social, environnemental, et aujourd'hui, évidemment, nous vivons une crise sécuritaire qui a d'autres effets néfastes, notamment les effets pervers de l'inflation, qui évidemment génère la flambée vertigineuse d'un certain nombre de prix de matières premières, du prix du pétrole, des denrées de base, ça a été rappelé, et qui menace évidemment notre continent de dégénérer en véritable catastrophe humaine. Chers amis, après une longue période d'afro-pessimisme qui a marqué des générations, l'Afrique est aujourd'hui un continent convoité et qui constitue un enjeu stratégique. Ce repositionnement de l'Afrique dans le monde actuel interroge à l'échelle de l'espace sur la question de son insertion dans les échanges internationaux, notamment à travers ses coopérations, ses liens avec évidemment les pays traditionnels développés, mais également de plus en plus avec les nouvelles puissances émergentes. Depuis plus d'une décennie, nous constatons ensemble en effet que l'Afrique est au centre d'un rapport de force et d'influence. C'est en Afrique que se joue largement l'avenir du monde. Et comme l'a souligné Samantha Leroy dans son dernier discours, je cite, « L'Afrique est le continent du XXIe siècle, celui qui abritera un quart de la population mondiale à l'horizon 2050, qui plus est, c'est une population jeune et créative, celui qui constituera un marché de plus de 1,2 milliard de personnes et un PIB cumulé de 3 400 milliards de dollars à l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. De ce fait, évidemment, la perception que nous avons de l'Afrique doit évoluer. Mesdames, Messieurs, au fil des années, le Japon est devenu un partenaire important de l'Afrique. Il multiplie les investissements,
en plus d'améliorer ses relations avec de nombreux pays africains. Les dernières réunions de la TICAD, et ça a été rappelé, mettaient entre autres l'accent sur les investissements dans les infrastructures et notamment pour l'industrialisation. Lors de la 6e édition de 2016, la promotion de la transformation économique par l'industrialisation était parmi les axes principaux de la conférence. Et puis 3 années plus tard, donc en 2019, le plan d'action de la dernière TICAD avait pour priorité la promotion de l'industrialisation, mais également, et c'est extrêmement important, la diversification économique. Et cette diversification, il faut la rechercher par le développement des infrastructures, notamment des infrastructures numériques, dans un contexte qui est plus favorable du fait de l'émergence, on l'espère en tout cas bientôt, ou de l'instauration de la zone de libre-échange. Alors, outre les questions classiques liées au développement socio-économique, à la stabilité politique et à la sécurité alimentaire en Afrique, s'ajoute désormais, bien entendu, la sécurité sanitaire. L'Afrique a été le continent qui a le plus souffert des conséquences de la pandémie de la Covid-19. Les défis liés à cette crise sanitaire rappellent l'importance de redoubler d'efforts pour renforcer le système de santé, assurer l'accès aux soins et élargir la protection sociale. La TICAD, qui a fait de l'amélioration de la couverture sanitaire universelle une de ses priorités, a un rôle important à jouer pour soutenir les efforts africains dans ce sens, et un certain nombre d'expériences réussies méritent d'être soulignées. En pleine crise, en avril 2021, le Maroc a lancé le chantier de généralisation de la protection sociale. Et Sa Majesté le Roi a lancé en janvier 2022 une unité industrielle de fabrication des vaccins. Et ce projet servira, bien entendu, les besoins de notre pays, mais également contribuera à satisfaire les besoins d'un certain nombre de pays amis. Mesdames et messieurs, si la pandémie était ou a été un défi systémique sans précédent, elle a aussi été révélateur d'un certain nombre d'opportunités d'investissement à saisir. Et c'est dans ce cadre que j'ai envie de citer un point qui me semble extrêmement important et qui a été bien mis en avant par la TICAD, c'est les partenariats publics-privés, sur lesquels, donc, je disais, la TICAD a eu la sagesse de miser sur une formule idoine, qui est une formule idoine pour réaliser justement les projets structurants et d'envergure. Cela permet d'accélérer bien évidemment l'investissement privé et puis surtout de permettre aux États d'aller dans le sens des politiques publiques en matière économique. D'autre part, à l'échelle de l'Afrique, la TICAD peut être un levier de développement de l'entrepreneuriat et de la création de richesses à travers notamment le renforcement des nouvelles technologies digitales. La pandémie de la Covid-19 a convaincu nombre de pays africains de la nécessité d'accélérer ce processus qui a permis d'apporter, moyennant une utilisation importante de ces technologies, d'aider un grand nombre de leurs concitoyens. La TICAD gagnerait également à s'inscrire dans cette dynamique où l'Afrique mettrait à profit sa jeunesse et son capital humain, et le Japon offrirait sa ressource première, qui est la technologie. La consolidation de nos actions au sein de la TICAD pour soutenir les efforts en faveur de la jeunesse également constituera un vecteur certain de la relance économique souhaitée post-Covid sur le continent, dans la perspective, et ça a été dit tout à l'heure, d'une croissance durable, mais surtout une croissance inclusive, et pour réduire les inégalités sociales et spatiales. Mesdames et messieurs, l'Afrique a toujours été au cœur des choix stratégiques de mon pays, le Maroc, qui n'a jamais cessé de réaffirmer son identité africaine depuis son indépendance. La relation Maroc-Afrique est une priorité de la politique étrangère et surtout, et ça mérite d'être souligné, elle a été inscrite dans la Constitution en vigueur du Maroc depuis 2011. Et c'est dans cet esprit que je souhaiterais assurer que le Maroc restera engagé aux côtés du Japon et puis de l'ensemble des partenaires qui ont été cités en guise d'introduction tout à l'heure en présentant la TICAD, de l'ensemble des partenaires pour la réalisation des objectifs conjoints de la TICAD. La conviction du Maroc est juste que ce processus
ne doit pas s'adresser à des soucis conjoncturels, mais doit s'inscrire dans le temps long. Le Maroc restera engagé au niveau national et régional dans les divers domaines d'intervention de la TICAD, dans le cadre d'une approche gagnant-gagnant basée sur 3 éléments: l'appropriation, le partage d'expériences et la coopération tripartite. Nous avons grand espoir donc de voir émerger, à l'occasion de la conférence de Tunis, des mesures audacieuses, innovantes, et également un engagement ferme en faveur du développement de l'Afrique. Et je vous remercie. Un sujet très important qui est le partenariat, plus que la coopération entre l'Afrique et le Japon. Alors, mon collègue, l'ambassadeur du Maroc, l'a très bien souligné. Je crois que le contexte international, mais aussi le contexte en Afrique, plaide en faveur de ce renforcement. Pour nous, nous voyons ce renforcement comme quelque chose qui apportera un plus à la fois aux intérêts japonais et aux intérêts africains. Nous pensons que le Japon a beaucoup à tirer d'un investissement plus grand sur notre continent. Alors, comme ça a été souligné, le contexte de la guerre qui prévaut en Europe a mis en lumière une des déficiences majeures, et j'allais dire un des scandales majeurs de notre continent, qui est que nous ne sommes pas autosuffisants sur le plan alimentaire. Il n'est pas normal que le continent africain, qui a aujourd'hui peut-être plus de la moitié des terres arables non cultivées dans le monde, qui est un château d'eau, avec de nombreuses fleuves, qui a une population jeune de plus de 1 milliard d'habitants, que ce continent, certes, avec des reliefs et des contextes et des situations variées entre les 154 pays du continent, mais globalement, il n'est pas normal que nous ne soyons pas en mesure de nous nourrir nous-mêmes. Il est donc, je crois, urgent, et je crois que nos pays l'ont saisi, de changer cette situation. Et cela offre donc une opportunité à nos amis japonais d'y participer pour la transformation du domaine agricole africain. Alors, la transformation agricole n'est pas quelque chose d'aisé. Pensons que nos partenaires tels que nos amis japonais peuvent nous être d'un apport précieux. Deuxièmement, cette crise internationale a aussi mis en lumière que sans les matières premières essentielles pour faire fonctionner tous les biens d'équipement, les technologies, y compris nos téléphones portables, sans ces matières premières, il est difficile de faire des progrès techniques. Donc il est important, je crois, pour nous Africains aussi, de se saisir de cette occasion pour voir la manière dans laquelle nous gérons nos propres ressources, notamment nos ressources stratégiques, et ébaucher, esquisser une stratégie qui nous permet de tirer le meilleur bénéfice. Troisièmement, ça a été souligné aussi de manière très importante par mon prédécesseur, les infrastructures globalement, qu'elles soient routières, qu'elles soient en termes de rails, qu'elles soient en termes portuaires, qu'elles soient en termes digital, doivent être notre focus absolu si nous voulons créer une économie à valeur ajoutée. C'est pour cela que nous, en tout cas, nous faisons appel à nos amis japonais qui ont la maîtrise technologique qu'on connaît pour passer du stade de fournisseur d'équipements à celui, plus globalement, d'investisseurs sur le continent pour la transformation de l'économie et des économies africaines. Je crois qu'ils en bénéficieront grandement. Pour cela, l'Afrique est en train de se constituer en un seul marché. Certes, cette marche vers l'intégration n'est pas aisée et semée d'embûches, mais les premiers pas ont été franchis avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Cette marche est inarrêtable. D'autres acteurs sont en train de s'installer durablement et je pense qu'il est des intérêts à la fois des Africains mais aussi de nos amis japonais
de concevoir l'Afrique comme un marché stratégique d'avenir, économiquement, comme un ensemble qui fonctionne de manière cohérente. Alors, ayant dit cela, je souhaite apporter des éléments de précision par rapport à ce qui a été fait depuis le dernier TICAD, où effectivement un certain nombre de plans ont été ébauchés. Et... Bel après-midi, puisque je viens d'Abidjan, où, comme mes frères ivoiriens le savent, nous sommes en pleine saison des pluies. Et donc, au nom du président du groupe de la Banque africaine de développement, le Dr. China, je voudrais vous remercier en tant qu'organisateur d'avoir invité la Banque africaine de développement à cette rencontre des ambassadeurs en prélude à la TICAD numéro 10. Et surtout, de m'offrir l'occasion de parler à quelques ambassadeurs africains et de pays partenaires de l'agenda 2063 qui est l'objectif de l'Afrique que nous voulons, mais aussi à plus court terme sur la situation du financement du développement de l'Afrique. Et à Paris, non pas par hasard, puisque il y a presque un an, je crois, nous étions là pour discuter du financement des économies africaines. Évidemment, on doit quand même à ce stade parler des défis et des besoins structurels, mais également conjoncturels de l'Afrique. Évidemment, notre continent fait face à des chocs sanitaires, économiques et financiers au cours des dernières années, dont les effets sont dévastateurs, et en particulier le plus récent, à savoir le conflit ukrainien, qui, en plus des défis climatiques, pose des problèmes de vulnérabilité pour les acquis au développement et risque de provoquer, on voit déjà les effets, des perturbations, notamment économiques et sociales, et en particulier en ce qui concerne les groupes les plus vulnérables, en particulier les hommes, les jeunes et les femmes, et inversement. L'Afrique étant le continent le moins contributeur aux effets du changement climatique, le moins résultant, et donc cela vient s'ajouter aux besoins structurels de financement auxquels notre continent fait face. Et juste pour vous donner une idée, nous aurons besoin de 7 à 15 milliards de dollars par an, rien que pour faire face aux effets du changement climatique, et 68 à 108 milliards de dollars pour, en même temps, faire face à nos besoins pour combler le déficit d'infrastructure. Et là, je voudrais souligner et présenter nos remerciements au gouvernement du Japon, parce que le Japon est un partenaire essentiel aux activités du groupe de la Banque africaine de développement. C'est un actionnaire, le deuxième actionnaire non africain du groupe de la Banque africaine de développement, et un contributeur essentiel, très important, en ce qui concerne le guichet concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement. Et nous avons donc une relation historique avec, et nous bénéficions d'un soutien constant et indéfectible du Japon au groupe de la Banque africaine de développement, le Japon étant le 4e contributeur en importance en termes cumulatifs à ce fonds, ce guichet concessionnel, auquel ont accès les pays
les économies les plus faibles en Afrique, puisque au cours des dernières années, le Japon a contribué pour un total de près de 4,76 milliards de dollars américains à la reconstitution de ce fonds, et il est également le plus grand fournisseur de prêts concessionnels auxquels ont accès les pays, les économies les moins avancées du continent africain. Et donc, je voudrais aussi mentionner que l'investissement privé et le développement du secteur privé africain est une priorité absolue, et les contributions du Japon au développement du secteur privé africain à travers des fonds fiduciaires dédiés, notamment le fonds, l'initiative d'aide renforcée au secteur privé en Afrique, qui représente un montant cumulé de 4,6 milliards de dollars au cours des 4 phases de cette initiative, joue un rôle absolument essentiel dans le renforcement du développement de notre secteur privé. Et nous bénéficions également d'un fonds d'assistance technique dans le cadre de cette initiative, et qui nous ont permis de financer 94 projets à hauteur de 73,2 millions de dollars en mars, à l'échéance de mars 2021, pour apporter une assistance technique au développement du secteur privé africain. Je voudrais également souligner l'importance et ça a été fait par les ambassadeurs du Maroc, que je connais très bien, et de l'Éthiopie. Nous avons pu, entre autres, bénéficier de cette coopération avec le Japon. C'est que la banque a pu, à travers des initiatives spécifiques, répondre aux besoins de développement structurel de l'Afrique, mais également à pouvoir accélérer le développement dans certains secteurs, en particulier, évidemment, celui qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire, et de manière encore plus importante, le besoin de transformation structurelle de nos capacités de production agricole et alimentaire, et notamment à la création de chaînes de valeur pour faire face aux besoins, puisqu'il n'est plus question de répondre par l'aide. Je crois j'ai entendu parler d'aide, mais je pense que c'est un concept qui est totalement révolu. On parle de financement du développement en Afrique. En tout cas pour nous, les pays, c'est vrai qu'ils font partie, on reçoit des financements sous forme de taux, mais la plupart sont des financements qui sont sous forme de prêts, et donc les pays africains se financent eux-mêmes, ils empruntent pour financer leur développement. Ils ne bénéficient pas uniquement d'aide. Donc je pense qu'il faut peut-être le rappeler. Et également, nous avons la banque, et sur la base de notre connaissance des priorités du continent, nos partenariats avec les instances continentales, en particulier l'Union africaine, qui, entre autres, a chargé le groupe de la Banque africaine de développement à jouer un rôle de leadership dans la mobilisation des ressources pour le financement du développement de l'Afrique. Nous avons évidemment une expérience très étroite des différents modèles de développement, et je suis ravie de partager par exemple l'expérience que nous avons eue au Maroc, où nous avons justement, qui est une illustration de la coopération entre la coopération japonaise, JICA, et le groupe de la Banque africaine de développement, par exemple, grâce au cofinancement que nous avons pu accorder au Royaume du Maroc pour un programme phare, un programme modèle, qui est le plan Maroc Vert. Nous avons cofinancé, je crois que
nous avons signé, monsieur Benchaboun, ce financement, et qui est un modèle non seulement par rapport de transformation structurante d'un secteur critique, l'agriculture, et j'invite vraiment les représentants des autres pays africains de s'inspirer en ce qui concerne la gouvernance du secteur agricole de ces expériences que nous avons partagées avec la coopération japonaise. Plus récemment, l'Éthiopie. Nous avons eu l'opportunité d'expérimenter des initiatives importantes dans ce secteur, grâce à la création de ce que nous appelons les zones de développement agro-industriel et l'utilisation de mécanismes et de technologies, de mécanismes intégrés, d'utilisation de technologies pour booster la production agricole. Et j'aurais souhaité voir monsieur l'ambassadeur de l'Éthiopie, parce que peut-être venant de moi, ça pourrait paraître un peu irréel, mais en pratiquement 2 saisons agricoles, et on va arriver peut-être à 3 saisons, et je parle de saisons pour bien montrer que ce n'est pas des années de 12 mois. L'Éthiopie va être en mesure, dès l'année prochaine, nous sommes intervenus dans ces programmes-là peut-être en 2020, et dès 2023, l'Éthiopie pourra exporter du blé dans la grâce à l'utilisation mais il faut dire aussi que l'Éthiopie, dans les 10 dernières années, pratiquement était le pays qui a enregistré la plus forte croissance de tout le continent et se situait dans les 10 pays à la croissance la plus forte. Et je pense que c'est un signal très important. Nous avons donc, pour terminer, je voudrais quand même parler des opportunités que notre continent offre. D'abord, la zone de libre-échange continentale. Nous devons mobiliser des investissements et une des leçons que nous devons tirer, c'est qu'il ne s'agit plus simplement d'investissements publics. On sait que les investissements, y compris dans les infrastructures, les investissements structurants, doivent se faire en partenariat entre des investissements publics, mais également des investissements privés. Il faut investir dans notre jeunesse et il faut investir dans la moitié du ciel. Je crois que, en particulier les femmes, et je ne peux pas ne pas partager cette initiative lancée par le groupe de la Banque africaine de développement. Cette initiative s'appelle Affirmative Financing Action for Women in Africa, AFAWA, sur lequel nous travaillons en étroite collaboration avec une participation très active de la coopération française, sous évidemment l'impulsion du président Macron, pour investir dans les femmes en Afrique, dans leur contribution et dans leur développement économique. C'est ce que je peux partager comme expérience déjà. Nous avons déjà près de 500 millions, l'équivalent de 500 millions de dollars qui ont été investis à travers divers instruments et une combinaison d'assistance technique, d'investissement également dans le climat, l'environnement pour la promotion des femmes entrepreneurs, et également en financement direct, et notamment nous avons pu développer des instruments de garantie. Évidemment, il y a de très très belles expériences, de très beaux résultats que nous avons obtenus grâce à ce programme AFAWA, et nous pensons que dans l'année qui va venir, nous aurons des opportunités de près autant que ce qui a été investi déjà dans ce programme. Et enfin, en ce qui concerne cette TICAD et les opportunités et
l'invitation que je peux lancer à tous, c'est que cette TICAD nous permettra de mobiliser une collaboration, des partenariats entre les secteurs publics japonais, privés, et les secteurs et les investisseurs internationaux pour identifier les projets à l'échelle continentale, des projets nationaux, ou pour que ces partenariats publics, privés puissent contribuer au développement des grands projets structurants, mais également contribuer à la résilience des pays africains et des populations africaines face aux différents chocs auxquels nous sommes confrontés, et permettre que ces investissements nous aident nous facilitent, disons, l'atteinte des objectifs de cet agenda de l'Afrique que nous voulons, 2063. Mais nous n'allons pas attendre 2063 pour atteindre ces objectifs, espérons-le. Et je voudrais, à ce titre, terminer en faisant référence à une autre initiative abritée par le groupe de la Banque africaine de développement. C'est le Forum africain des investissements, Africa Investment Forum, qui aura lieu cette année en début décembre, je crois, à Abidjan, et où, d'une manière beaucoup plus dynamique que ce que nous avons l'habitude de connaître, il y a lieu d'inviter les investisseurs privés, publics, internationaux pour contribuer directement au financement du développement de ce continent et des 54 pays qui font face et qui sont engagés dans l'accélération de nos objectifs de développement. Et je voudrais souligner en particulier l'indépendance, la sécurité tout court, la sécurité alimentaire et également l'industrialisation pour permettre une autonomisation sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan du développement du commerce.